Salut les busineurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où on essaie en français de démystifier la fabrication numérique. Aujourd'hui, on a un beau petit défi CNC devant nous qui va nous permettre de partager plusieurs astuces sur la manière de préparer nos parcours d'outils avant l'usinage. J'ai un collègue qui m'a demandé de lui usiner des grosses lettres d'un prénom pour faire de la déco et tout ce qu'on a comme point de départ pour le design, je ne sais pas si vous êtes capable de bien le voir à la caméra, mais c'est une photo qui a été prise avec un cellulaire et c'est une photo d'un écran d'ordinateur qui affichait le prénom dans le design voulu. Donc, c'est quand même vraiment un beau défi, mais quoi, tu penses que je ne serais pas capable? Défi accepté. La première chose qu'on va devoir faire, c'est travailler notre image pour d'abord l'isoler de l'arrière-plan, puis raffiner les contours là, pour avoir des beaux vecteurs de coupe. Il y a deux chemins que je vais explorer avec vous aujourd'hui pour arriver à nos fins. Le premier chemin va être de travailler l'image pour la séparer de l'arrière-plan, raffiner les contours qui sont pixelisés pour obtenir des beaux vecteurs de coupe. Et puis le deuxième chemin, ça va être d'essayer de trouver quelle police de caractère a été utilisée pour le design qui m'a été envoyé pour pouvoir utiliser cette police-là directement dans l'ordinateur et pas avoir là, à gérer la qualité de l'image qu'on a sur notre photo. Donc, je vais vous amener avec moi dans l'ordinateur, puis on va tester les deux méthodes. Donc, le premier chemin qu'on va explorer, c'est celui de travailler l'image existante. Donc, pour ça, je me rends sur le www.photopea.com. C'est une interface web là, qui n'est pas sans rappeler Photoshop. On a des outils de base là, pour manipuler les images. C'est quand même bien. Là. Moi, je ne suis pas inscrit au service de Photoshop. Puis, ce truc-là est gratuit. Puis, ça me permet de faire là, presque 99%, je dirais, là, de tout le travail que moi, j'ai à faire dans mon quotidien là, pour la manipulation d'images. Donc, on va utiliser cette plateforme web-là. Donc, ce que je fais depuis la page d'accueil, c'est que j'ouvre depuis l'ordinateur la photo que j'ai téléchargée. Et là, tout de suite, je peux prendre l'outil de sélection. On va garder seulement la partie dont on a besoin. CTRL-C pour copier. Je me fais un nouveau fichier. Créer. CTRL-V pour coller. Voilà. Donc, ça, c'est ça avec quoi on a à travailler. Je vais commencer par essayer de retirer une bonne partie de l'arrière-plan avec la baguette magique. Ça, c'est un arrière-plan plutôt moucheté. La baguette magique est... Je vais augmenter un peu sa tolérance, là, mais je ne sais pas si... ça a l'air quand même bien. Donc, je sélectionne là, des endroits qui ne sont pas nécessaires pour mon design. Puis la baguette magique, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sélectionne les couleurs là, les plus semblables possibles à celle dans laquelle on a cliqué. Puis ça permet là, de supprimer une bonne partie. Ça permet de supprimer une bonne partie là, de l'arrière-plan qu'on ne désire pas avoir dans notre dessin. Comme vous pouvez voir, c'est loin d'être parfait, mais ça nous permet de s'approcher du but. Je vais enregistrer cette image-là maintenant qu'elle est, et on s'entend, elle est loin d'être parfaite, mais je vais l'exporter au format PNG. Je vais l'appeler Tyler nettoyer un peu. Et puis là, on va passer à un autre outil. Cette fois-là, on va passer dans le logiciel, encore une fois, un logiciel gratuit, c'est le logiciel Inkscape. Cette fois-là, ce n'est pas une plateforme web, c'est vraiment une application qu'on peut télécharger puis qu'on installe sur notre ordinateur, mais c'est gratuit. On peut faire un don si on veut pour supporter le développement. Et Inkscape, ce que ça fait, en fait, c'est que c'est un peu un cousin proche de Illustrator. Donc, celui-là aussi va nous permettre là, de faire des traitements sur nos images. Et la partie qui nous intéresse le plus pour le moment, c'est qu'il va nous permettre de vectoriser notre image pour en faire des lignes là, qui vont nous permettre de calculer plus tard des parcours d'outils. Donc, je vais ouvrir le fichier, nettoyer un peu. Et là, ce qu'Inkscape nous permet de faire, c'est de vectoriser un objet matriciel. En fait, là, présentement, notre image, c'est un gros nuage de petits points qui sont tous collés les uns sur les autres, qui ont chacun leur couleur. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre image devienne là, des vecteurs, c'est-à-dire des trajets, des lignes qui rejoignent des points. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner notre image, venir dans le menu Chemin, vectoriser un objet matriciel. Et là, vous pouvez voir un aperçu ici en bas à droite. On a différents seuils avec lesquels on peut jouer. Plus j'augmente le seuil ici de luminosité, plus le noir va sortir. Mais moi, je veux garder seulement le Tyler.
On est quand même pas trop mal. Je vais appliquer cette modification-là. Là, je vais prendre la partie vectorisée qui est ici, je vais la mettre de côté. Puis la partie matricielle avec laquelle on avait commencé, on peut la supprimer. Donc la différence entre ce qu'on a maintenant et l'image qu'on avait avant, c'est que si je viens ici, là, on a un nuage de points reliés par des lignes. Ça, c'est nos trajets vectoriels. Donc maintenant, notre tiler, il est vectoriel plutôt qu'être matriciel. Ce qu'il va rester à faire, c'est de raffiner les parcours. Dans un cas comme celui-là, je pense que si on supprime là, plusieurs points, on va pouvoir lisser les courbes. C'est un travail là, qui est un petit peu long et qui demande un petit peu de patience, mais je vais vous faire pour la vidéo passer ça là, à une vitesse accélérée. Donc, on peut voir ce que ça donne là, après avoir ajusté la plupart des points. C'est loin d'être la perfection. Par contre, c'est quand même pas si mal. Puis il faut se souvenir qu'une fois usiné à la CNC, à la grandeur où ça va être usiné, puis avec le sablage et tout ça, là, la plupart des petites imperfections vont disparaître. Là. Donc, cette manière-là d'isoler notre design, puis d'aller chercher les éléments qu'on veut usiner à travers la photo qu'on avait au départ, fonctionne quand même assez bien. Ça va surtout là, être pratique dans des cas où on a affaire à des formes là, qui ne peuvent pas se trouver ailleurs, des formes plus abstraites, ou encore là, des images là, pour lesquelles on n'a pas de source là, à l'extérieur sur Internet ou quoi que ce soit. Maintenant, je peux sélectionner l'item, puis aller demander ici d'effacer le remplissage, puis d'ajouter un contour qui est style sans épaisseur. Comme ça. Et puis là, on peut voir qu'éventuellement, ce serait notre chemin d'outils ici. Là. On peut enregistrer ça au format SVG. Puis la plupart des logiciels dans lesquels on va pouvoir programmer nos parcours d'outils vont être capables d'importer ce SVG-là pour nous permettre là, de découper notre tiler. Maintenant, comme notre projet inclut du texte, je vais essayer d'explorer un autre chemin avec vous aujourd'hui pour retrouver nos usinages, celui d'identifier la police de caractère pour pouvoir l'utiliser directement là, dans Inkscape pour générer les vecteurs. Donc, la première chose que je vais essayer pour ça, c'est d'ouvrir une page Internet et je vais aller sonder une source super pratique de police de caractère, c'est-à-dire Google Fonts. Il suffit de taper Google Fonts. Donc, Google Fonts, c'est une source vraiment intéressante de police de caractère. Premièrement, il y en a vraiment de toutes les sortes. Et deuxièmement, elles sont gratuites et leur utilisation est permise dans nos projets commerciaux. Donc, la première chose que je vais faire dans Google Fonts, c'est trier par type de police pour en trouver là, qui sont en lettres attachées ou en écriture à la main. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre note de quelques petits détails à propos du tiler qu'on a à reproduire qui vont me permettre là, de faire le tri parmi les polices que je vais trouver. Comme là, ici, je remarque que le T a la patte plutôt droite et le dessus vagué. La tête du T est vaguée, la patte est droite. Et le L n'a pas de boule ouverte. Là. Le L de Tyler, ici, là, on voit qu'il n'y a pas de boule ouverte. Donc, je vais partir sur ces deux caractéristiques-là. Je vais venir dans mon Google Fonts ici. Et là, dans les classifications, je vais choisir Handwriting pour écriture à la main. Je vais entrer ici dans la boîte Tyler. Cette boîte-là nous permet de prévisualiser le texte qu'on va avoir besoin d'écrire. Donc, dans ce cas-là, je cherche un T qui a la tête vaguée et un L pas de boule. Donc, je vais descendre, descendre, descendre jusqu'à temps de trouver quelque chose qui pourrait y ressembler. Selon votre projet, on peut essayer de trouver pile poil la bonne police ou encore là, en trouver une qui s'approche beaucoup. Selon là, les besoins du client, ça se peut que le client soit très flexible, ça se peut que le client ait expressément besoin là, de sa police précise. Donc, selon le cas, on peut là, jouer un petit peu. Dans mon cas d'aujourd'hui, le client est flexible, mais je vais quand même, pour le défi, essayer de trouver pile poil la bonne police. Donc ici, j'ai trouvé l'exemple d'une police qui n'est pas exactement identique, mais qui lui ressemble beaucoup. On n'a pas de boule dans le L, le R est cursif à peu près de la même façon.
La vague dans la tête du T n'est pas identique, là, mais si on les met en comparaison un avec l'autre, on se rend compte qu'on n'est pas trop loin du pompon. Là. On a beaucoup plus d'arrondis du côté du styler qu'on a eu. Mais pour un cas où le client était assez flexible par rapport à la police de caractère, ça pourrait en être une qui fonctionne. Je vais continuer mes recherches. Donc, j'ai trouvé quelques polices qui pourraient faire l'affaire, qui sont assez semblables, mais qui ne sont pas identiques. Une deuxième chose que je vais essayer maintenant pour essayer d'identifier la police de caractère, c'est d'utiliser l'application What the Font. C'est une drôle d'application qui nous permet de prendre une photo d'un texte écrit, puis avec les caractéristiques de la photo, est capable, dans certains cas, d'identifier la police qui se retrouve dans la photo. Donc, je vais installer l'application sur mon téléphone, puis on va l'essayer. Donc, je vais faire un petit tour dans le Google Play Store. Moi, je fonctionne sur Android. Je vais rechercher l'application qui s'appelle What the Font. C'est celle-là ici. Je vais l'installer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre en photo mon Tyler. Je vais venir sélectionner la zone de mon image qui contient la police à identifier. Et là, on va voir les résultats qu'ils vont nous donner. Donc, après avoir exploré le contenu de Google Fonts puis les résultats de l'application What the Font, je me suis arrêté sur une police de caractère qui s'appelle Thank you so much. C'est pas exactement identique à l'image qu'on m'a fournie au départ. Par contre, là, c'est très semblable. Puis c'est un cas, je pense, où le plus important, c'est que ce soit très joli plutôt que 100% identique à l'image d'inspiration. Ça dépend toujours des situations. Si on avait travaillé avec, disons, le logo d'une entreprise ou quelque chose de plus défini, bien là, on aurait eu moins de liberté de jouer un petit peu avec les petits détails. Mais dans le cas d'aujourd'hui, je vais pouvoir y aller avec ma police de caractère. Thank you so much. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de vérifier comment on peut partir d'une police de caractère, puis en faire des vecteurs qu'on peut transformer en parcours d'outils. Donc maintenant, on est de retour dans l'ordinateur. Je vais vous montrer comment on part de la police de caractère que j'ai choisie pour en faire des vecteurs qu'on va pouvoir programmer en parcours d'outils. Vous allez voir, c'est super simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir Inkscape, puis une fois à l'intérieur de Inkscape, là, je viens placer un élément de texte. Je vais l'agrandir un tout petit peu. Et là, je vais lui appliquer la police de caractère qu'on a déterminée plus tôt. Donc maintenant, tout ce que j'ai à faire pour passer de cette police de caractère-là à un tracé vectoriel, c'est de sélectionner mon élément de texte, puis venir choisir dans le menu ici, chemin, objet en chemin. Cette option-là va faire de mon texte, si je viens sélectionner ici, on a maintenant des nœuds, puis des parcours entre les nœuds, comme ça. Je pourrais faire comme j'ai fait tout à l'heure avec l'autre dessin que j'ai modifié. Mais je ne vais pas le faire parce que je veux conserver les lignes originales de la police de caractère. Maintenant, dans la police de caractère, on a un petit défi supplémentaire. Chaque lettre est son propre objet indépendant. Si on s'approche un petit peu, là, vous pouvez voir là, que ici, on a la patte du Y là, qui s'en vient dans le vide là. Une manière de mieux le voir, là, ce serait de tout sélectionner, puis d'éteindre le remplissage du fond, puis d'allumer un contour sans épaisseur. Donc, on a ici, là, à la jonction des lettres, des chevauchements qu'on va vouloir éliminer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes lettres qui se chevauchent, comme ça, ici. Et je vais venir dans le menu chemin, et je vais utiliser l'option union. À ce moment-là, les lignes qui sont en double vont disparaître, puis seulement le chemin commun va rester. Et là, on a vraiment là, une forme qu'on va pouvoir découper avec un outil à la CNC pour pouvoir obtenir là, le nom de notre Tyler. Donc, j'ai enregistré mon fichier. Je trouve ce Tyler-là un peu plus joli que celui que j'avais fait dans l'autre option avant en modifiant là, la photo en tant que telle. Donc, je crois que c'est celui-là que je vais proposer là, à mon client, entre guillemets. Donc, maintenant, on va passer à l'étape là, où on programme ce vecteur-là pour qu'il devienne un parcours d'outils. Puis, on va voir là, comment on place ça sur la CNC pour l'usiner. Donc maintenant, on est rendu à transformer nos vecteurs en parcours d'outils. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va passer par le format de fichier DXF,
puis par la plateforme web Easel. Donc dans Inkscape, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon fichier au format DXF. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire enregistrer sous, puis de choisir là, une des options que nous offre Inkscape, c'est d'enregistrer au format DXF, que ce soit AutoCAD R12 ou R14. Ici, ça ne change rien, là. Je vais prendre R12, plus la version est ancienne, plus il y a de chances qu'il soit compatible avec la plupart des logiciels de dessin qu'on va utiliser ultérieurement. Donc maintenant qu'on a notre fichier DXF, je vais l'ouvrir dans NanoCAD, qui est en fait un cousin gratuit de AutoCAD. La version actuelle de NanoCAD n'est pas gratuite, mais la version 5 de NanoCAD l'est. Puis c'est la version que j'utilise là, quand j'ai à faire des constructions géométriques assez simples, en 2D, quand je dois dessiner là, des formes. Particulièrement pour les parcours d'outils CNC, ça fonctionne super bien. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, notre projet aujourd'hui est constitué de deux formes. Il y a le T qui est indépendant du reste, puis le Eiler qui est tout ensemble dans un morceau. Maintenant, ce que je dois m'assurer d'avoir pour faciliter la suite, c'est que chacune de ces deux formes-là soit une polyligne fermée. Si je passe ma souris autour, là, on voit qu'on sélectionne chaque segment de droite est indépendant. Je peux le sélectionner tout seul. Mais moi, ce que je veux, c'est que chacune des formes soit une polyligne fermée. Donc, je vais choisir un des segments. Je vais entrer la commande P-Edit. Là, il va me demander si je veux changer cette ligne-là que j'ai choisie en polyligne. Je vais dire oui. Et là, j'ai des options pour travailler la polyligne en question. Puis une des options, c'est Join, joindre en français. Donc, je vais faire J. Et là, je vais sélectionner monter au complet. C'est pas grave si ma sélection touche à autre chose. Et quand je vais faire Entrer, là, il va me dire 100 segments ajoutés à la polyligne. Et maintenant, si je passe ma souris près du T, on voit que le T est une entité là, entière fermée. Ça va faciliter les choses pour la suite. Je vais faire la même chose avec le Eiler. Je vais venir sélectionner n'importe laquelle des segments de droite qui fait partie du Eiler. Commande P-Edit. Oui pour la transformer en polyligne. Joindre comme option. Et là, je vais sélectionner tout le Eiler. Entrer. Et on a 290 segments qui ont été ajoutés à notre polyligne. Donc, on a le Eiler qui est fermé. Il va rester à gérer la boule du E puis la boule du Y. On va leur faire exactement la même opération. Donc, maintenant que ça c'est fait, en réalité, j'ai 4 parcours d'outils. Les deux boules, le Eiler, puis le T. Je vais enregistrer ça. Puis je suis prêt à passer à la prochaine étape. Je vous disais tantôt que j'allais utiliser la plateforme Easel. C'est une plateforme gratuite qui est offerte par la... je dis gratuite, c'est une plateforme dont la version de base est gratuite qui est offerte par la compagnie Inventables. Vous m'avez vu l'utiliser déjà sur la chaîne dans le passé. La version Pro a un coût là, mensuel d'abonnement. Mais pour l'usinage qu'on a à faire aujourd'hui, les fonctionnalités de base de la version gratuite vont suffire amplement. Donc, je vais vous partager la manière que ça fonctionne. Comme ça, si c'est une plateforme avec laquelle vous n'êtes pas familier, bien, vous allez savoir que vous pouvez utiliser ça pour vos usinages de base. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est se rendre sur le site www.inventables.com. Et là, si on descend tout en bas, maintenant, il est rendu caché là, tout en bas de la page. On a ici Easel App, c'est l'application Easel. Si vous n'êtes pas déjà inscrit dans l'application, vous allez devoir passer par un petit processus de création de compte. C'est rien de compliqué. Moi, je suis déjà inscrit, donc je vais faire continue. Et là, on voit là, tous les projets que j'ai faits dans Easel au cours des derniers temps. Je vais démarrer un nouveau projet. Quand on arrive dans Easel, je vais donner d'abord un nom à mon projet. Tyler. On a la surface de travail. Par défaut, elle est en millimètres. Moi, je vais la mettre en pouces pour l'instant parce que la demande là, de mon client, c'est que le Tyler fasse environ une trentaine de pouces de long. Donc, je vais me préparer une pièce de travail qui va avoir 30 pouces de large. Puis la hauteur, ben, on verra. Pour l'instant, c'est pas très important. Là. Je vais mettre 16 pouces juste pour être certain d'avoir du jeu comme ça. Je vais pas faire de tiling. Je vais mesurer l'épaisseur de ma pièce de travail. Je reviens dans un instant. Donc, j'ai mesuré ma pièce de travail. Elle fait environ 0,450 pouces d'épaisseur. Je vais entrer cette valeur-là ici. Ce
Ce qu'on voit en pointillé ici, c'est la surface de travail de la machine avec laquelle j'ai travaillé précédemment. C'est seulement là, un repère visuel, ça ne change rien pour la programmation, mais comme je veux que ce soit joli sur la surface de travail, je vais venir changer la machine ici. Aujourd'hui, on va prendre la Bytech CNC BT 2430. Et cette machine-là a une surface de travail de 24 en X et 30 en Y. Donc, on voit là, que ma pièce est un petit peu là, dans le sens inverse de ma surface de travail. Je vais venir inverser ces mesures ici. Comme ça, on va entrer là, à l'intérieur des limites de la machine. La prochaine chose que je dois faire, c'est importer mon DXF pour pouvoir avoir sur ma surface de travail les géométries que je désire usiner. Donc, pour ça, je viens dans le menu « Importer ». DXF. Et là, je vais venir choisir mon fichier. Et je le télécharge. On a un petit aperçu qui va se charger juste ici. On peut voir là, que c'est le bon fichier qu'on a téléchargé. Et on va cliquer sur mode ligne jointe. Puis par défaut, je vais lui demander que les parcours d'outils soient à l'extérieur des trajets, mais c'est quelque chose qu'on va contrôler un petit peu plus tard, trajet par trajet, pour décider de quel côté l'outil va passer, selon le trajet qu'on a besoin d'usiner. Donc on peut voir qu'à l'importation, notre tiler est beaucoup trop gros. Donc je vais sélectionner tous les parcours d'outils en m'assurant qu'ils sont tous bien sélectionnés. Et là, dans la dimension ici, je vais pouvoir venir lui donner la dimension que je veux. Le petit chaînon qui est juste à côté ici, présentement, est séparé. Donc, je pourrais changer une des valeurs sans que l'autre soit modifiée. Mais comme je veux que mon design garde ses proportions, je vais cliquer sur le petit chaînon là, pour qu'il soit fermé. Comme ça, quand je vais lui mettre à mon design une largeur d'environ 30 pouces, la hauteur va s'accorder en conséquence de la proportion avec le 30 pouces que j'ai mis ici. Je vais le tourner de 90 degrés pour qu'il soit dans le même sens que ma surface de travail. On va se rapprocher un petit peu. Comme le 30 pouces, c'est en fait la mesure maximale de ma table de travail, puis je ne veux pas faire exprès pour être aux limites, je vais enlever le T. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie du projet. Et je vais l'appeler T de Tyler. Et là, dans T de Tyler, je vais garder seulement le T. Voilà. Et si je reviens dans Tyler, mon projet original, lui, je vais pouvoir enlever le T. Donc, on a Tyler qui va être prêt à se faire usiner, puis le T qui va être usiné là, dans un parcours indépendant. Maintenant que ce parcours-là est prêt, je vais venir choisir mon outil. Dans ce cas-ci, pour aller un petit peu plus vite, là, je vais utiliser un outil, une mèche à bout droit de 1/4 de pouce de diamètre. Donc, je vais faire 0,25. Et là, on peut voir que la largeur du trait c'est mis à jour automatiquement. Ici, on a un petit aperçu là, à droite de ce que ça va donner. Il va rester des petits détails à régler, comme par exemple de quel côté on veut que l'outil passe par rapport à nos parcours. On a le choix de le faire passer à gauche, à droite ou en plein centre du trajet. Donc, pour le parcours extérieur, qui est en fait le tout sauf la boule du E et la boule du Y, on veut que l'outil passe à l'extérieur pour conserver les mesures là, du dessin. Donc, je vais venir lui dire ici dans l'onglet « Coupe », couper en dehors du chemin, c'est déjà ça qui se passait. Et là, la prochaine option que je vais utiliser, c'est utiliser des petites languettes. Ces petites languettes-là vont faire en sorte que la forme, une fois qu'elle sera découpée, ne va pas là, partir d'elle-même, elle va rester accrochée au morceau principal par des petites languettes là, qui ne seront pas tout à fait découpées. Ça va être facile après ça, là, avec une petite scie et un peu de sablage, de faire disparaître tout ça. Ça facilite l'usinage, ça facilite la fixation de la pièce sur la table de la CNC. Donc, on peut voir là qu'ici, j'ai 4 languettes qui sont programmées. On les voit en jaune. Je vais me rapprocher un petit peu. Si je les sélectionne, je peux les faire bouger.
Par expérience, je vais les placer à un endroit où ils vont être faciles à découper puis assembler, comme dans un long bout droit par exemple. Ça me convient, on peut choisir la largeur puis l'épaisseur des languettes. Ici, je vais mettre une épaisseur là, quand même assez haute parce que je vais faire exprès de programmer mon usinage pour qu'il entre un petit peu dans la table pour être bien certain de défoncer ma pièce de travail. Donc, je vais mettre 0.125 ici, environ 3 mm d'épaisseur pour ma languette. La profondeur de coupe et la profondeur totale de l'épaisseur de ma pièce, c'est ça que je veux. Maintenant, je vais venir m'occuper des petites boulettes. Parce que les petites boulettes, elles, on veut que l'outil passe à l'intérieur parce qu'on veut conserver la géométrie du trou. Donc, je vais venir ici à Inside. On a vu là, la boule a rapetissé parce que l'outil passe maintenant à l'intérieur. Eux aussi, on va leur mettre des petites languettes pour pas qu'ils partent à la volée, mais 2, ça va être bien suffisant. Donc là, j'ai programmé ma géométrie. J'ai programmé la géométrie de mon outil. Il va me rester à programmer les paramètres de coupe. Par défaut, Easel nous propose une certaine vitesse d'avance puis une certaine vitesse de plongée. Par expérience, avec la machine que j'utilise, l'outil que j'utilise puis le matériau que j'utilise, je sais que je vais pouvoir là, changer ces valeurs-là pour des valeurs que je connais à être un petit peu meilleures. Donc, je vais pouvoir ici venir là, en mode manuel, rentrer toutes mes valeurs d'avance, de plongée puis de profondeur de passe. Donc maintenant, la géométrie de mon parcours est prête, mon outil est prêt, mes vitesses de coupe sont prêtes. Je vais pouvoir exporter le G-code de cette opération-là pour pouvoir la découper sur ma CNC. Donc je vais venir ici dans Projet, et là je vais faire Download G-code, télécharger le G-code. On peut voir qu'il nous a créé un fichier qui s'appelle Tyler.nc. Donc c'est le nom de notre projet avec l'extension NC qui est une extension de G-code que ma machine va reconnaître. Maintenant, je vais faire la même opération avec le T, puis je vais avoir mes 2 codes qui vont être prêts à être usinés côte à côte. Donc maintenant, mes 2 G-codes sont prêts, je vais les enregistrer sur une clé USB, puis on va s'installer à la CNC pour découper tout ça. Ouais, ben la découpe CNC, c'est super bien passé. Par contre, découper du MDF, ça fait de la méchante poussière. C'est pour ça que je porte un respirateur, mais c'est pas n'importe quel respirateur, c'est mon tout nouveau Forge Air que je viens tout juste de recevoir à l'atelier. Quand je l'ai vu passer dans une publicité, je me suis dit que ce serait parfait pour mon atelier, donc j'ai communiqué avec eux et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés là, à ce que je parle de ce masque-là dans mes vidéos. Ils ont accepté en échange de m'envoyer une unité de test et je peux vous confirmer, après l'avoir essayé pour plusieurs projets, que c'est un super masque, il n'empêche pas de respirer, il n'empêche pas de parler. La visière intégrée est amovible. C'est super pratique, j'ai juste des bons mots pour ce masque-là. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets évidemment un lien dans la description. Il va y avoir un petit code promo pour vous si ça vous intéresse d'aller plus loin. Moi, personnellement, pour l'avoir essayé, je trouve qu'il fonctionne super bien. Super joli, super respirant, super facile de se parler. C'est vraiment là, une belle pièce d'équipement. Donc, je vous conseille d'aller jeter un œil chez Forge Air pour en savoir plus à propos de ce respirateur-là. Ouais, ben après un petit coup de sablage, je suis pas fâché du tout du résultat. J'ai envoyé quelques photos à mon collègue, il est enchanté lui aussi. La prochaine étape va être d'appliquer une finition sur les lettres, mais cette étape-là, il veut la faire de son côté, donc moi, je vais m'arrêter ici. J'espère que de vous avoir partagé mes routines puis mes trucs pour l'usinage CNC va vous avoir donné envie d'entreprendre vos propres projets de votre côté. Et puis d'ailleurs, si cette vidéo-là vous a aidé, vous a inspiré, gênez-vous surtout pas pour laisser un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça m'aide beaucoup à faire grandir la chaîne. Et pour une dose hebdomadaire de fabrication numérique en français, il n'y a rien comme de s'abonner à la chaîne pour rien manquer de ce qui se passe à l'atelier. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt! Je l'avais dit qu'on serait capable.